Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Les portes de la création. Tome 2 de la saga des Hommes-Dieux. Par Philippe José Farmer. Chapitre 6. Au moment où il se mettait à courir vers la passerelle, un nouvel objet apparut, bientôt suivi de deux autres. Au début, sans qu'il pût déceler pourquoi, leur vue lui fit éprouver une sensation de malaise et d'anomalie. Puis, lorsqu'il atteignit la une, la raison lui apparut. Les objets ne dérivaient pas dans la direction du vent, mais se déplaçaient perpendiculairement à lui. Quelque chose les propulsait. Sur la passerelle, Dugarn demanda à Wolf de demeurer près de lui jusqu'à nouvel ordre. Quant aux autres seigneurs, l'occasion était arrivée, déclara-t-il, de les voir à l'œuvre. Il les avait entendus vanter leur propre prouesse, qu'ils apportent la preuve qu'ils savaient se servir aussi bien de l'épée que de la parole. À la surface de l'île, les communications pendant le combat se faisaient par l'intermédiaire des tambours. Pour transmettre les ordres à l'intérieur de l'île, à ceux qui étaient aux abords et aux ouvertures de la base, un autre moyen était employé. Un réseau de conduits étroits couvrait intégralement la buta. Ces conduits étaient assemblés à partir des épines du poisson girelle, qui avait la propriété de transmettre assez bien les vibrations sonores. Jusqu'à 25 mètres, la voix humaine pouvait être utilisée. Passé cette distance, un marteau léger servait à frapper des phrases codées. Wolf observa Dugarn en train de transmettre ses ordres. Chaque commandement était immédiatement exécuté par un équipage expérimenté. Même les enfants avaient des tâches proportionnelles à leurs possibilités, ce qui libérait les adultes pour des postes plus difficiles ou dangereux. S'adressant à Vala, qui l'avait rejoint sur la passerelle, Wolf déclara « Nous qui nous prétendons d'essence divine, je crois que nous aurions beaucoup à apprendre de ces sauvages sur le plan de la coopération. »« Sans doute, » fit Vala. Elle scruta le ciel et ajouta « Il y en a 6 maintenant. De quoi s'agit-il » Dugarn les appelle les Nikidors, mais il n'a pas eu le temps de me dire ce qu'ils sont. Patience, nous n'allons pas tarder à le savoir, je le crains. Les planeurs avaient été arrimés aux sacs ascensionnels. Les pilotes grimpèrent dans leur cockpit tandis que les rampants fixaient les sacs explosifs au fuselage. Le sorcier, revêtu d'une tenue d'apparat et masqué, passa au milieu des planeurs. Il brandissait une double croix ancée avec laquelle il donnait la bénédiction aux pilotes et à leurs appareils. Entre deux planeurs, il s'interrompait pour agiter la double croix en direction de l'engin et proférer une malédiction. Dugarn commençait à s'impatienter, mais, visiblement, il n'osait pas presser le sorcier. Dès que les 20 pilotes eurent été bénis, il donna le signal. Les sacs à hydrogène, lestés de leur fardeau aux ailes blanches, prirent leur essor. Ils grimpèrent à 1000 pieds au-dessus de l'île. « Ils se lâcheront dès que les nids de Nikidors passeront à leur portée, » fit Dugarn. « Que l'os les protège, car bien peu reviendront, mais s'ils réussissent à détruire les nids... »« J'en vois 8 à présent, » fit remarquer Wolf. Le plus rapproché des nids était maintenant à 1 kilomètre de la buta. Il devait avoir un diamètre de 200 mètres et ressemblait à une énorme boule hirsute. Il était formé d'anneaux concentriques et irréguliers de sacs à hydrogène, protégés à l'extérieur par une végétation touffue. À la surface du nid sphérique, on voyait s'agiter des centaines de petites silhouettes. Dugarn indiqua un autre coin du ciel au-dessus d'eux, et Wolf aperçut plusieurs minuscules points noirs. « Des éclaireurs !» expliqua Dugarn. « Les Nikidors ne nous attaqueront pas tant qu'ils n'auront pas fait leur rapport. Qui sont au juste les Nikidors ? En voici un qui pique pour nous observer de près. » La créature avait des ailes noires d'une envergure de 15 mètres au moins. Elles étaient rattachées à des épaules de 1,50 m de large qui surmontaient un torse humain dépourvu de système pileux. Le sternum formait une large protubérance et se prolongeait par un abdomen orné d'un nombril humain. Les jambes étaient grêles et terminées par des orteils hypertrophiés qui faisaient office de serres. Une longue queue de plumes noires flottait derrière elle. Le visage était humain à l'exception du nez, remplacé par une trompe flexible. Lorsqu'elle passa au-dessus d'eux, la créature dressa sa trompe et poussa un barrissement strident. Dugarn porta vivement son regard sur le vibreur de Wolf. Celui-ci secoua négativement la tête. « Je préfère qu'il ne sache pas encore ce qui les menace.
Je ne dispose pas de beaucoup de recharge. J'attendrai de pouvoir en tuer plusieurs d'un coup. » Il regarda le Nikidor s'éloigner à grands battements d'ailes vers le nid le plus rapproché. Il ne faisait aucun doute que ces créatures monstrueuses étaient l'œuvre d'Urizen, qui les avait placées là pour son propre divertissement. Il devait s'agir de créatures humaines, mais pas nécessairement des seigneurs, qu'il avait transformées dans son laboratoire. Peut-être provenaient-elles d'autres mondes que le sien, peut-être même certaines descendaient-elles d'anciens terriens. Elles étaient condamnées à vivre une étrange existence sous des cieux pourpres et une lune noire, naissant et grandissant dans un nid aérien poussé par les vents de ce monde sans continent. Elles se nourrissaient surtout de poissons, qu'elles capturaient à la manière d'un balbuzard pêcheur avec leurs serres, mais lorsqu'elles rencontraient une île aérienne ou flottante, elles tuaient pour manger de la chair humaine. Wolf comprit pourquoi les nids allaient contre le vent. Les centaines de Nikidors qui se trouvaient à la surface avaient chacun une toux de végétation sinistre dans ses serres et battaient des ailes à l'unisson. Le sinistre chariot du ciel était porté par les plus étranges oiseaux qui eussent jamais existé. Lorsque le nid fut à 500 mètres, les ailes cessèrent de battre. Les autres nids se rapprochèrent lentement. 2 d'entre eux perdirent de l'altitude. Ils serviraient aux Nikidors pour attaquer la base de l'île. 2 autres décrivirent un large mouvement tournant et se postèrent de l'autre côté de l'île. Dugarn attendit calmement que les Nikidors eussent pris position. Wolf lui demanda pourquoi il ne lançait pas les planeurs à l'attaque. « Si nous les lâchions avant que le gros des forces ennemies ait engagé le combat contre nous, tous les Nikidors s'élèveraient pour leur barrer la route. Aucun planeur ne passerait. Mais si nous les laissons attaquer d'abord, nous avons des chances de détruire leur nid. C'est du moins ce que l'expérience m'a appris jusqu'ici. » Ne serait-il pas plus judicieux de la part des Nikidors d'éliminer les planeurs d'abord? Dugarn haussa les épaules. « C'est l'évidence même, mais ils n'adoptent jamais la stratégie la plus avantageuse. J'ai l'impression que, étant dépourvus de mains, les Nikidors ont vu régresser leur intelligence. Certes, ils peuvent manipuler des objets avec leurs serres et leurs trompes, mais ce n'est pas comme s'ils avaient des mains. Je peux aussi me tromper. Il est possible que les Nikidors trouvent un certain plaisir sportif à donner leur chance aux planeurs, ou qu'ils aient l'arrogance de l'aigle de mer, qui n'hésite pas à attaquer un requin de 500 kilos plus lourd que lui, même s'il ne peut pas le tuer, et même si, l'ayant tué, il est incapable de le transporter sur une île quelconque pour le dévorer. » Le vent apportait à la passerelle des échos de centaines de voix et de barrissements mêlés. Brusquement, ce fut le silence complet. Dugarn se figea, mais ses yeux n'étaient pas inactifs. Lentement, il leva le bras. Un guerrier à côté de lui tenait à la main un sac gonflé. Il ne quittait pas son chef du regard. À ses pieds était un vase en pierre contenant des charbons ardents. Le silence fut rompu par un barrissement collectif des Nikidors. Tandis qu'ils s'élançaient des nids, leurs battements d'ailes emplirent le ciel d'un grondement sonore et continu. Dugarn abaissa son bras. Le guerrier plongea la courte mèche du sac dans le brasier et le lâcha. Il grimpa jusqu'à 50 pieds et explosa. Les planeurs fondirent, chacun sur l'objectif qui lui avait été attribué. Wolf regarda de nouveau la vague noire qui déferlait sur eux, et il perdit une partie de sa confiance en son vibreur. Et pourtant, les îles Mawir avaient dans le passé résisté victorieusement, quoique non sans de lourdes pertes, à des attaques des Nikidors, mais jamais l'Abuta n'avait été encerclé par Uini. Un oiseau blanc aux larges ailes passa au-dessus de l'île. Son cri parvint jusqu'à Wolf, et il se demanda si ce n'était pas un œil d'Urizen. Son père était-il en train de les observer à travers les yeux et le cerveau de cet oiseau? Si oui, il allait avoir l'occasion d'assister à un spectacle qui ravirait son cœur assoiffé de sang. Les Nikidors, en formation si serrée qu'on eût dit un gros nuage noir et brun, obliquèrent juste avant d'arriver à portée de tir des archers et se mirent à décrire des cercles autour de l'Abuta. Chaque fois qu'ils faisaient un tour, la distance diminuait. Les archers Ilmawir attendaient le signal du chef pour tirer. Les femmes étaient armées de pierres et de frondes, et elles attendaient aussi. Dugarn, ne voulant pas affaiblir ses forces en les dispersant le long des murs, avait concentré ses guerriers à la proue. Rien n'empêcherait les Nikidors de se poser à l'extrémité opposée, sinon leur répugnance à se déplacer sur leurs jambes fragiles. Wolf reporta son attention sur les planeurs. Plusieurs avaient disparu au-dessous de sa ligne de vision pour attaquer les 2 nids stationnés sous la base de l'île. Les autres descendaient du haut du ciel sur une trajectoire fortement inclinée. Quelques Nikidors s'élevèrent pour les intercepter. 2 appareils survolèrent le nid le plus proche, lâchant au passage de petits objets fumants. À la surface du nid, les femelles coururent dans de grands froissements d'ailes, puis il y eut une explosion, suivie aussitôt d'une seconde. La fumée et les flammes jaillirent. Les 2 planeurs, sur leur lancée, étaient remontés en chandelle
et amorçaient déjà leur second et dernier passage. À nouveau, l'objectif fut atteint. Le feu se propagea dans les broussailles et les flammes commencèrent à lécher quelques-uns des ballons de sustentation géants. Les femelles poussaient des cris si perçants qu'on les entendait par-dessus les battements d'ailes et les barrissements de la horde tournoyante. Ils abandonnèrent le nid en flammes, agrippant leurs enfants dans leurs serres. Puis, le nid tout entier explosa, déchiquetant des femelles, projetant des fragments embrasés qui les transformaient en torches vivantes. Des enfants tombèrent vers l'océan, leurs ailes trop courtes battant pitoyablement l'air. Wolf vit une mère replier ses ailes et se laisser tomber comme une pierre vers son bébé. Elle le rattrapa dans ses serres, déploya ses ailes et remonta doucement vers un nid intact. 2 nids en flammes tombèrent en vrille vers l'océan. Un grand nombre de Nykidors avaient quitté le cercle qui se resserrait autour de l'île pour se lancer à la poursuite des planeurs. Ceux-ci, qui avaient perdu beaucoup d'altitude, se préparaient à effectuer un amérissage forcé. Les nids qui entouraient l'île étaient hors de portée du vibreur de Wolf. Peut-être les 2 autres à la base de l'île seraient-ils plus faciles à atteindre. Wolf expliqua à Dugarn ce qu'il avait l'intention de faire et emprunta un escalier à vis de 18 mètres qui le conduisit à une ouverture de la base. Là, les nids s'étaient approchés de très près et une seule décharge à pleine puissance eut raison des 2 à la fois. L'explosion eut une telle force qu'il fut soulevé du sol et faillit tomber de la plateforme. Une fumée dense envahit l'écoutille. Lorsqu'elle se dissipa, il vit les fragments de végétation enflammée tomber vers l'océan, entourés de cadavres de femelles et d'enfants. Les Nykidors mâles essayaient de s'introduire dans l'île par les ouvertures de la base. Wolf diminua la puissance du vibreur et entreprit de nettoyer le secteur. Il parcourut le pont inférieur au pas de course, en s'arrêtant à chaque écoutille pour tirer. Il élimina ainsi une bonne centaine d'assaillants. Certains avaient forcé les défenses des Abutals à l'autre bout de l'île. Il perdut du temps à s'en débarrasser, car il devait veiller à ne pas atteindre en même temps l'un des grands sacs de sustentation. Il en tua 30, mais ne put dégager entièrement la coursive intérieure. L'île était trop vaste pour lui. Lorsqu'il regagna le pont, il vit que les Nykidors avaient finalement lancé leur attaque de masse. L'extrémité de l'île où il se trouvait retentissait de clameurs et de vociférations. Il y avait des cadavres partout. Arcs et frondes avaient opéré des ravages énormes parmi la première vague d'assaut, puis la seconde vague avait été sur eux et le combat s'était transformé en une horrible mêlée. Les hommes volants n'avaient pour seule arme que leurs ailes et leurs serres, mais ils s'en servaient de manière redoutable. D'un coup d'aile, un Nykidor pouvait renverser un Ilmawir. Il se précipitait alors sur son ennemi étourdi et blessé, et le déchirait de ses puissantes griffes recourbées. Les Abutals se défendaient à l'aide de lances, de sabres formés d'une large lame garnie de dents de requin et de poignards taillés dans un végétal ressemblant au bambou. Méthodiquement, Wolf se mit à tuer tous les Nykidors qui encombraient le pont principal. Les seigneurs, dos contre dos, avaient formé un groupe compact et leurs épées faisaient des ravages. Wolf visa soigneusement et éclaircit le terrain autour d'eux. Une ombre, soudain, s'abattit sur lui. Il tomba sur le dos en tirant en l'air. 2 Nykidors s'écroulèrent sur le pont de part et d'autre de lui. Une aile le souffleta au passage et l'enveloppa comme un étendard. Il s'en exhalait une forte odeur de poisson. Il se dégagea juste à temps pour abattre 2 ennemis qui avaient acculé Dugarn au mur. Non loin du chef abutal gisait sa femme. Elle avait plongé sa lance dans le ventre d'un homme volant. Elle avait le visage et la poitrine en lambeaux, et le Nykidor qui avait fait cela était sur son ventre et lui déchirait les entrailles. Lorsque Wolf le tua par derrière, il tomba à la renverse sans relâcher son étreinte. Au cours de la minute suivante, il connut presque la mort. 2 douzaines au moins de Nykidors se ruèrent sur lui de tous les côtés à la fois. Il pivota sur lui-même comme une toupie et balaya l'air de son rayon. Les cadavres à moitié sectionnés, fumants, pestilentiels, s'amoncelèrent tout autour de lui. Il eut bientôt escaladé le tas et se retrouva de l'autre côté, libre, en bordure de l'indescriptible mêlée. Il tirait sans discontinuer, faisant mouche à tous les coups, mais il ne put éviter qu'à 2 reprises un abutal fût poussé par le hasard des combats dans le champ du rayon mortel. Encore devait-il s'estimer heureux s'il n'y en avait que 2. Les Ilmawir, en dépit d'une résistance farouche, avaient déjà perdu la moitié de leur effectif. Même avec l'aide de Wolf, la situation serait avant longtemps désespérée. Bien que le vibreur eût opéré des coupes sombres dans les rangs des Nykidors, ceux-ci paraissaient décidés à exterminer leurs ennemis jusqu'au dernier, dussent-ils être massacrés eux-mêmes pour la plupart. À nouveau, Wolf fit place nette autour des seigneurs. Ils étaient encore tous debout et couverts de sang, et leurs épées tailladaient sans merci.
Il leur cria de se regrouper autour de lui, tandis qu'il tiendrait à distance les hommes volants. Il pourrait tirer par-dessus leur tête. S'étant juché au sommet d'un tas de cadavres de Nikidors glissants, il reprit froidement son tir. Il s'aperçut bientôt qu'il ne lui restait plus que 2 recharges d'énergie. Il avait espéré économiser ses munitions pour le palais d'Urizen, mais à présent, il n'avait pas le choix. S'il n'utilisait pas son vibreur maintenant, il était condamné à mourir en même temps que tous ceux qui se battaient à ses côtés. Vala, qui était devant lui, cria quelque chose. Il leva les yeux vers l'endroit qu'elle montrait du doigt. Une masse sombre était en train de traverser le ciel. Une comète noire. Tout le monde était si absorbé par le combat que l'apparition avait failli passer inaperçue. Les habitants autour d'eux avaient aussi levé les yeux. Ils poussèrent une clameur perçante de désespoir et laissèrent tomber leurs armes. Sans plus se soucier des Nikidors, ils coururent vers l'écoutille la plus proche. Les hommes volants, lorsqu'ils aperçurent la cause de cette débandade, réagirent avec autant de panique. À grand renfort de battements d'ailes, ils partirent s'abriter sous les nids ou sous la base de l'île. Wolf n'abandonna pas son vibreur, mais il se rua vers l'abri le plus proche avec autant de précipitation que les autres. Dugarn lui avait parlé de ces comètes noires qui, périodiquement, visitaient le ciel de la planète et de ce qui les accompagnait toujours. Tandis qu'il courait vers l'écoutille, de petits sifflements rapides lui frôlèrent les oreilles. Le feuillage qui recouvrait les murs se cribla de trous et de minces filets de fumée montèrent du revêtement du pont. Un Nikidor, qui s'était élevé à quelques mètres, battit désespérément l'air de ses ailes énormes et retomba sur le pont avec un hurlement strident, le torse transpercé en plusieurs endroits, l'aile fumante. Plusieurs autres s'abattirent et avec eux quelques abutals, leur corps tressaillés sous l'impact d'une pluie de minuscules projectiles. L'arme de Wolf lui fut arrachée des mains par une gouttelette de vif argent. Il s'arrêta pour la récupérer et reprit sa course. Lorsqu'il arriva enfin devant l'écoutille, l'entrée était bloquée par les seigneurs qui voulaient tous passer en même temps. Ils s'invectivaient bruyamment, jurant par Los ou par Urizen leur père, ou même par le nom de leur mère, morte depuis longtemps. Durant un moment d'affolement, Wolf songea à se frayer un chemin à l'aide du vibreur. C'est exactement ce que n'importe lequel d'entre eux, à l'exception peut-être de Luva, aurait fait. Rester à découvert signifiait une mort certaine. Chaque parcelle de temps comptait. Puis, la cause de l'embouteillage disparut soudain. Jouant des coudes, des dents, des ongles, les seigneurs réussirent à s'engouffrer dans le passage. Wolf plongea à leur suite, la tête la première. Quelque chose érafla son pantalon au mollet, et il ressentit une cuisante douleur. Il y eut un bruit flasque, et une boulette de mercure brûlant lui englua les cheveux sur la nuque. Il tomba les mains en avant dans la cage de descente peu profonde et lâcha son vibreur avant de toucher le fond. Amortissant sa chute de ses bras repliés, il boula en avant. Il fut arrêté par Palamabron, qui venait de poser le pied sur le premier barreau de la seconde échelle. Palamabron tomba en hurlant. Lorsque Wolf regarda dans la cage, il vit que Palamabron avait atterri au sommet d'une pile de seigneurs qui se débattaient et juraient frénétiquement. Cependant, aucun ne semblait sérieusement blessé. À un autre moment, il aurait éclaté de rire, mais il était trop occupé présentement à se défaire des globules de mercure brûlants qui encombraient sa chevelure. Il examina son mollet pour s'assurer que la blessure était bien superficielle, puis il continua sa descente. Il était prudent de s'enfoncer le plus loin possible dans les profondeurs de l'île. Si la pluie de mercure durait trop longtemps, le pont supérieur tout entier pouvait être détruit. Et si les sacs à hydrogène géants venaient à être touchés, c'était la fin pour tout le monde. C'était Les Portes de la Création, tome 2 de la saga des Hommes-Dieux, par Philip Joseph Farmer. Chapitre 6. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.